C'est un nouvel épisode qu'on vous propose, les technos évidemment, avec un programme comme toujours très chargé. On va parler d'un anniversaire, on va parler d'une voix que vous connaissez peut-être, que vous allez peut-être reconnaître, dont on vous a déjà parlé. On va parler d'actualité comme d'habitude. Je vois qu'on va parler de la NASA, je vois qu'on va parler, je tape au hasard, hein, vraiment. Je vois qu'on va parler de câbles, qu'on va parler d'AMD, qu'on va parler, enfin bref, écoutez cet épisode, vous allez tout comprendre. Un épisode dans lequel on retrouve nos petits camarades que voici que voilou en direct de Suisse, notre ami Thierry, comme toujours présent à l'appel. De l'autre côté, l'un des deux Sébastien, celui qui a les poils de barbe les plus longs. Il n'y a pas parce que l'autre est barbu aussi maintenant. Il fait du 4 rasé cette semaine, les gars. Oui, mais tu n'es pas sur la même longueur de poil que l'autre Sébastien qui lui fait du 4 mm. Oui, et je ne suis pas non plus sur la même taille que Sébastien, parce que c'est la première fois que j'ai vu Sébastien il y a quelques jours, et que nous nous voyons toujours par écran interposé virtuellement, on n'imagine pas les tailles des différents Sébastien. Mais non, mais d'où l'intérêt d'être bien cadré. Voilà. J'ai cru que vous parliez de la taille de vos parents. Non, oui, on a vérifié, il y a 10 cm de différence entre les Sébastiens. Je vous ne dirai pas quoi qu'est-ce. Oui, tu dis pas dans quel sens. D'accord. T'es si petit que ça. Il est tellement petit, on dirait qu'il est loin. Oui, c'est ça. En tout cas, je le disais, un programme comme toujours. Pour le plus grand Sébastien. Comme toujours, un programme chargé. Si vous voulez, on va commencer par le bloc-notes. Un bloc-notes qui, cette semaine, vous est proposé en un seul bloc de notes. En deux mots, je vous explique pourquoi. On rentre dans la période du Black Friday et les sites de news technologiques, tout d'un coup, vous font des news un petit peu particulières, du genre conseil de guerre chez Apple, cette tablette se vend à moins de 200 € chez tel fournisseur, drame chez Samsung, telle voiture, enfin voilà, etc. Tout ça pour vous vendre des liens, tout simplement, des liens d'affiliation pour qu'ils puissent gagner leur vie. Ce qui est un petit peu dommage. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils usent de quelque part de leur crédibilité pour faire passer ce type de message à vocation purement économique. Et ça, je trouve que c'est quand même un tout petit peu dangereux dans ce cas de figure. Mais chacun fait ce qu'il veut et voilà. Et nous, on slalome entre ces vraies fausses informations pour essayer de trouver les bonnes informations, par exemple. Comme ici, la France a récemment annoncé l'acquisition de 80% du capital d'Alcatel Submarine Networks, qu'on l'on connaît mieux sous l'acronyme ASN, leader mondial dans la fabrication, l'installation et la maintenance de câbles sous-marins. ASN a été fondé en 1858, ça date pas d'hier, et est un acteur clé dans le domaine des télécommunications. L'entreprise détient environ un tiers du marché mondial qu'elle partage avec son concurrent américain Subcom et son rival japonais NEC. ASN emploie 2400 personnes réparties dans 4 sites en Europe, 2 en France, 1 en Norvège, au Royaume-Uni. L'entreprise possède une flotte de 7 navires dédiés à la pose et à la maintenance de câbles et a installé plus de 750 000 kilomètres de câbles transcontinentaux, ce qui fait l'un des leaders du marché. D'ailleurs, en 5 ans, son chiffre d'affaires a doublé, franchissant la barre du milliard d'euros. Cette opération vise à renforcer la souveraineté numérique de la France et l'indépendance stratégique de l'Europe en sécurisant une infrastructure critique pour le trafic Internet mondial. Je trouve ces chiffres extraordinaire et je trouve que c'est moi je me suis passionné de ça sur les toutes premières poses de câbles transatlantiques et les difficultés que ça a occasionné, etc. Quand on voit aujourd'hui la quantité de câbles qui traversent les océans et parcourent les différents continents, c'est assez impressionnant. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, un avis là-dessus ou pas? Oui, alors sur le nombre de kilomètres de câbles, je ne suis pas impressionné parce que j'ai mis presque 20 kilomètres dans ma maison et donc tu vois, à moi tout seul, sans bateau, sans rien. Alors bon, hein, les gars, chapeau. Chapeau, effectivement. Donc là, total respect. Passons à la suite. LG Display a récemment dévoilé un écran flexible et étirable, considéré comme le premier de son genre au monde. Cet écran de 12 pouces
peut s'étirer jusqu'à 18 pouces, tout en maintenant une haute résolution de 100 pixels par pouce. Et l'intégralité de ses couleurs RGB. Comparé à un prototype précédent datant d'il y a 2 ans, le pourcentage d'allongement a plus que doublé, passant de 20% à 50%. Arrête, Sébastien. L'écran peut être étiré plus de 10 000 fois sans perdre en qualité, même dans des conditions extrême de température ou de choc externe. J'ai amélioré les matériaux de base au silicium. Écoutez, ils ont amélioré les matériaux de base de silicium utilisés d'ailleurs dans les lentilles de contact et a développé une nouvelle structure de câblage pour atteindre donc cette performance. Les écrans étirables peuvent adhérer à des surfaces courbes comme les vêtements et la peau, ouvrant des voies à des applications dans divers secteurs tels que la mode, les objets connectés, portables et la mobilité. Heureusement, LG a aussi présenté des concepts d'utilisation moins futiles, comme par exemple un écran portable destiné aux pompiers pour fournir des informations en temps réel. Je pense que tous les commentaires qu'il y avait à faire, vous les avez déjà entendus, me semble-t-il. Ah non. Alors, maintenant, il va y avoir des trucs de combien de kilomètres d'écran tu as ouvert. Donc, oui, c'est ça. C'est peut-être un peu sexiste comme remarque, mais oui, voilà. Ça l'est. Arrêtez tout de suite. La start-up suisse Osmo a développé une intelligence artificielle capable de détecter les contrefaçons de baskets en se basant sur leur odeur. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une innovation qui pourrait révolutionner le secteur du luxe, où l'authenticité des produits est primordiale. L'outil a été testé... Non, je te jure. L'outil a été testé avec des paires de sneakers Nike authentiques et des contrefaçons. Les résultats ont montré une précision de 95%, 95% si vous préférez, dans la distinction entre les deux. Ça soulève des questions sur l'efficacité de l'intelligence artificielle comparée à l'expertise humaine, notamment celle des nez, parce que ça existe, des nez professionnels, qui travaillent pour des marques de luxe pour reconnaître les vrais du faux. Cette solution technologique pourrait remplacer le métier de renifleur de produits de luxe, d'ailleurs, qui identifie ces contrefaçons à l'odeur. Cette innovation représente une avancée significative dans la lutte contre la contrefaçon, tout en soulevant des questions sur l'équilibre entre technologie et emploi humain dans l'industrie du luxe. Moi, je suis pas convaincu qu'il y ait des millions de nez qui risquent de perdre leur emploi tout de suite. Quoi qu'en Suisse, tout est possible. Ouais. Tout est possible. Moi, j'ai un mythe qui s'est effondré quand j'ai appris que chez Firmenich, les nez, c'est une grande boîte qui fabrique pas mal, qui est un sous-traitant de pas mal de fabricants de parfums ici en Suisse. Firmenich, quand on parle d'un nez, c'est principalement un chimiste derrière. Voilà. Ça casse un peu le mythe de savoir que peut-être tu as un don, tu as une faculté comme ça de respirer pour créer par exemple un parfum. Non, en fait, dans le parfum, c'est le nez, c'est connu, mais voilà, je savais pas qu'il y avait des nez dans les chaussures. Ça, il faut du courage. Non porté, je suppose. On peut le mettre où on veut. Oui, neuve, parce qu'une fois elles perdent un peu de leur valeur, donc forcément, là le nez, c'est comme ça. Si vous avez un commentaire à formuler, vous écoutez, n'hésitez pas à le faire. Non, je te jure, c'est... Tu peux aller vérifier. La start-up. Je suis sûr que c'est une vraie news. Si j'allais vous inventer ça, je suis désolé. Mais bon, allez. Non, mais la Suisse est assez douée pour ça. La NASA finance des logiciels open source pour soutenir l'innovation scientifique et a récemment annoncé l'octroi de 15,6 millions de dollars, soit environ 14,5 millions d'euros, en subvention à 15 projets visant à maintenir des outils, cadres et bibliothèques open source. Le programme de subvention intitulé Open Source Tools, Frameworks and Libraries a pour but de soutenir le développement durable d'outils qui sont librement accessibles. Ces outils sont cruciaux pour la direction des missions scientifiques de la NASA et contribuent à l'infrastructure de données, à l'apprentissage automatique et à la science des données. Steve Crawford, qui est responsable du programme de mise en œuvre de la science ouverte à la NASA, a souligné l'enthousiasme croissant et de la communauté scientifique pour ce programme, notant qu'il y a eu presque 2 fois plus de propositions que lors de l'appel précédent. Ça démontre le besoin d'un soutien durable pour les logiciels open source qui sont intégrés dans les missions quotidiennes des chercheurs. Sébastien, toi, tu voulais rajouter un commentaire par rapport à ça, parce que le logiciel libre, t'aimes bien quand même. Oui, j'adore. En même temps,
je sais pas si la NASA pourra encore faire beaucoup de choses les prochaines années. Hein. C'est peut-être la fin de la NASA. Peut-être. Donc voilà, ce sera simplifié. Et donc, mais c'est assez sympa que effectivement ces entreprises gouvernementales, mais oui, en fait, les entreprises gouvernementales mettent des sous dans le libre à ce niveau, même si c'est 15 millions. Pour la NASA, c'est pas, voilà, ça va pas les tuer non plus, c'est le prix de la machine à café. Mais c'est quand même toujours sympa. Et en fait, ils ont des projets comme NumPy, CP ou Scikit-learn, dans lequel ils vont mettre des beaux oufs, et y compris pour des améliorations sur de la performance. C'est sympa parce que effectivement, c'est des tools qui par définition, ils sont encore jeunes, ils bouffent quand même encore pas mal de ressources, donc c'est sympa. Et un truc, le site où là, ils auraient peut-être aussi mettre 2-3 000 euros dans le design, parce qu'il est quand même dégueu. C'est Arxif, c'est un dépôt de publication d'articles scientifiques. Enfin, c'est dommage, parce que le truc, c'est une mine d'articles. Mais c'est dommage que ce soit toujours lié à des sites qui sont dégueulasses. Ouais, c'est triste. Ça, c'est un peu à lire, quoi. Mais ceci étant dit, on a parlé plusieurs fois avec toi de logiciels libres et de la philosophie du logiciel libre, etc. On se rappelle d'un problème qu'il y avait eu avec une librairie, je ne sais plus laquelle exactement, qui avait posé des problèmes à tout le monde parce que c'est une librairie hyper connue, utilisée par plein de monde. Qui a été piratée, oui, un truc de fou. Qui avait été un peu piratée, oui, enfin en tout cas frelatée, on va dire. Et ça posait toute la question de le mec qui alimente et qui suit cette librairie, fait ça en plus de son boulot, et donc manque de temps, manque de moyens, etc. N'a pas pu aller au bout de l'idée. Ici, avec des moyens, des subsides, parce que c'est de ça dont on parle, hein, c'est pas non plus des gros financements, ça permet peut-être à des gens qui ont un peu de temps d'y consacrer peut-être un tout petit peu plus de temps, tout en ne perdant pas de sous, et en continuant à pouvoir bouffer, quoi, quand même. Donc ça va, on va dire, dans le bon sens, même si on est d'accord, 15 millions, on entend des chiffres pour l'instant qui parlent de milliards, il y en a qui veulent faire des économies de plusieurs milliards, et voilà. Donc on se dit que 15 millions, 15 millions, ça part vite. Hein. Ça part très personnel, vite. Ça part vite. Hein. Ouais. Ça fait sur un an 150 personnes que tu peux faire manger. Hein, c'est tout. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est déjà ça. Tu dois compter 100 000 euros par personne par an. Quoi. Oui, c'est ça. Employé, donc, voilà, mais si cet argent n'était pas là, ce serait un an de perdu. Bien sûr. D'accord. Ok, on a fait le tour du bloc-notes en une seule partie cette semaine. Je vous ai expliqué pourquoi. On passe à la suite. Thierry, pourquoi tu t'en mêles? Parce que maintenant tu sais pourquoi ça s'en mêle. Des chercheurs expliquent enfin le pourquoi du comment du parce que de vos câbles, de nos câbles, nos rallonges électriques, nos câbles USB, etc. Pourquoi tout ça s'en mêle? Ça va faire plaisir aux mecs qui tirent des câbles dans les océans. C'est ça. Xavier Edley. Voilà. Un chiffre. Oui. Voilà, oui. Un chiffre, un seul. 46 cm. On parlait d'écran qui s'étirait. 46 cm, c'est la longueur minimale pour qu'un câble s'en mêle, ou une ficelle, puisque effectivement des chercheurs, je savais pas que on pouvait passer sa vie en tant que chercheur à faire ce genre de test. Il y en a eu plus de 3000, pour la petite histoire. C'est des chercheurs en physique qui ont étudié l'emmêlement naturel, si on pouvait s'exprimer ainsi, pour expliquer pourquoi. Eh bien, tout ça s'en mêle, ça fait des nœuds, c'est après difficile à démêler, forcément, à utiliser. Et ils se sont aperçus qu'il y a des distances, enfin des longueurs et des longueurs minimales et maximales, suite à quoi, effectivement, eh bien, les câbles peuvent s'en mêler. Les tests, puisqu'il y en a plus de 3000, les gars, ils ont quand même reçu un IG Nobel. Alors, ne me demandez pas ce que c'est. Bon, j'imagine que c'est quand même un prix, puisqu'il y a quand même le mot Nobel dedans, pour leur recherche, puisqu'ils ont expliqué que, avec ce test qui consistait à mettre des ficelles, des câbles dans une boîte et de la faire tourner comme ça des tonnes de fois, des centaines de fois, eh bien, naturellement, au vu de la longueur de certains de ces éléments, de ces ficelles ou de ces câbles, eh bien, les boucles se forment, les nœuds se forment et puis s'entassent comme ça les uns sur les autres. J'ai envie de dire, la solution, elle est très simple, utiliser des câbles très courts. Sébastien, pense au Wi-Fi, peut-être. Plus sérieusement, effectivement, c'est physique.
c'est physique, que tout ça s'en mêle. Et ça tombe bien parce qu'on arrive un peu vers Noël, donc j'ai une pensée émue pour tous ceux et celles qui vont ressortir les guirlandes pour mettre ça sur le sapin. Ça sera normal. Magazine Science et Vie, mais une photo qui montre une guirlande de Noël justement emmêlée. J'ai la même. Et tous les ans, je dis je vais la mettre et finalement je la sors pas cette guirlande parce que j'ai pas envie de passer mes soirées à démêler cette horreur. C'est juste, c'est la théorie des nœuds. Et quand on voit la tête du chercheur, je suis désolé, hein, je veux pas faire, mais franchement, voilà, c'est la théorie des nœuds en mathématiques. Les cheveux sont longs, mais ils n'ont pas encore 46 cm. Non, c'est ça. Ouais. En plus de ça, je vois que il est de Lucé-Louvain, donc c'est un Belge. Cette news est belge en plus. C'est très particulier quand même. Donc voilà. Au-delà de 150 cm, l'emmêlement se réduit. Moi, j'ai envie de dire que ces Belges, ils avaient du temps libre parce que je sais pas qu'est-ce qui prend dans la tête, qu'est-ce qui se passe dans la tête de chercheurs. Je dois se dire, tiens, on va étudier ça. Voilà. C'est très particulier. Donc voilà, on a une vidéo qu'on vous partagera. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Ça a l'air d'être très amusant. Par contre, ça frôle un peu la blague, la blagounette, cette histoire de théorie des nœuds. Mais bon, voilà. C'est très sérieux, mais traité avec humour. Voilà. Allez, oui, c'est ça. Mais voilà, je pense qu'on est sur un numéro un peu fastif. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est un chercheur belge. Effectivement de l'UCL à Louvain, qui est donc pas loin de une bonne partie de chez vous, de chez nous, des podcasteurs ici. Donc si par hasard, parce que la Belgique est petite, ce chercheur nous écoute, qu'il vienne nous expliquer la théorie des nœuds en direct. J'ai son nom quelque part. Fatih Ben Haribi. Oui, Fatih Ben Haribi. Qui nous explique. Si vous l'avez dans vos réseaux, lancez la chose. Lancez la corde. Partagez l'épisode. On lance un appel. J'allais dire. Voilà, on lance l'appel. Non, pas l'appel, la corde. Non. C'est pas l'appel. Donc voilà, on a démêlé peut-être le vrai du faux, ou peut-être pas. Oui. On n'en sait rien. Donc voilà, c'est comme ça que vous voulez. C'est un épisode fait de contrastes. Parce qu'on parle de sujets légers mélangés à des trucs plus sérieux, c'est comme ça, que voulez-vous. Il y a des semaines comme ça. AMD licencie 4% de son personnel. Sébastien, tu vas nous expliquer le pourquoi du comment. Quel est ce malaise, quelle est cette stratégie? J'avais parlé déjà la semaine passée ou la semaine d'avant d'envie de gouvernement américain de fusionner peut-être Intel avec AMD pour être vraiment hyper puissant par rapport aux concurrents aux concurrences externes aux États-Unis. Donc, voilà, c'est peut-être un peu de ça. On a beaucoup de ce genre de discussions entre techs, c'est trop tard. Biden a crucifié. Enfin bref, voilà. C'est trop tard. C'était dans les Chinois. Oui, c'est trop tard. Maintenant, on est parti sur du risque 5 et dans 5 ans, on en reparlera, mais ça commence à arriver. C'est un choix que les Américains ont fait et on en supportera les conséquences. Donc AMD, effectivement, licencie, mais AMD va bien. C'est un contraste, c'est amusant et c'est là que je voulais le souligner. Parce que quand tu vois un licenciement de quelques, enfin ici, près de 1000 personnes, c'est 4% de leurs employés, ça ne touche qu'une seule division. Et je vais vous expliquer laquelle juste après, mais du coup, fondamentalement, AMD est rassurant en disant ne vous inquiétez pas, on fait une annonce, on n'a pas le choix parce qu'on licencie quand même quelques personnes. Il y en a un millier, c'est très triste, on est désolé pour eux, mais il y a une division qui se porte pas bien. C'est pas les processeurs, parce que les Ryzen, ça marche super. Ils ont fait une grosse augmentation d'année en année de une augmentation en 3 chiffres, 158% de revenus supplémentaires. Donc voilà, pas à se plaindre, ça marche bien les processeurs Ryzen, tout est nickel. Mais à côté des Ryzen qu'on connaît bien, Epic, Ryzen, tout le tintouin, il y a une division qu'on connaît un peu moins dans les technos chez AMD, c'est toute la partie gaming. Et en fait, AMD est aussi fournisseur
pour PlayStation et Xbox de chip, et là-dessus ils ont perdu 69% de revenus en un an. Ils disent on peut pas, voilà, ils vendent plus de consoles, nous on peut pas continuer à financer des équipes de dev et de machin sur un truc qui se vend pas. Mais en même temps, c'est pas directement la faute d'Amazon, j'aime dire d'AMD, parce que c'est une vente indirecte. C'est la responsabilité de Sony et de Microsoft. Si eux vendent pas les consoles, AMD ne peuvent pas du coup avoir de bons chiffres. Et donc cette division va avoir quelques licenciements. À voir si ces licenciements seront des licenciements secs ou s'ils vont pouvoir retourner dans d'autres divisions, parce que en même temps ils licencient sur cette division gaming, ils cherchent à augmenter leur division IA. Donc peut-être que les ingénieurs vont pouvoir avoir des reclassements internes, et donc ce ne sera pas forcément 1000 licenciements secs, mais ils vont accélérer la partie IA et data center, parce qu'effectivement, data center, il y a quelques années, AMD n'était pas le roi dans les serveurs qu'on pouvait acheter. Intel faisait quasi du 100%. Maintenant, il y a quand même pas mal de serveurs sur lesquels on trouve des processeurs AMD de très bonne facture. Donc, ils peuvent accélérer une stratégie là-dessus et continuer à attaquer Intel sur un de ces secteurs les plus rentables. Côté GPU, ils font des trucs, voilà. Ils font des choses chez AMD. Enfin, je ne connais pas tout ce monde-là, donc parce que là, par contre, on sait qu'NVIDIA est quand même hégémonique dans le domaine. Je pense que même Intel fait un peu marche arrière avec leur GPU devant ce mur que représente NVIDIA. Donc ça pèse du coup pas très lourd le GPU chez AMD par rapport au processeur. Non, CPU, mais c'est le type Ryzen. Excellente question, je peux pas te donner les chiffres comme ça, mais non, c'est pas la masse, c'est pas là que AMD fait la majorité de ses revenus. C'est sur ses processeurs qui sont vraiment de très bons. Donc ils ont un petit peu d'avance sur Intel là-dessus, y compris en serveur. Donc ils doivent le garder, ils doivent investir, et donc finalement c'est très triste pour ces 1000 personnes. Je pense que c'est une décision qui est assez réfléchie et responsable. Et donc, ne vendez pas vos actions AMD tout de suite. Voilà, ça va aller. C'est ça. Ceci dit, comme on le voit, en tout cas au niveau des news, ça bouge quand même pas mal du côté des processeurs. Parce que toutes les semaines, il y a des news, que ce soit côté Intel, côté AMD, côté aussi Nvidia, je le disais, mais d'autres fondeurs. Non, t'as raison, mais on est je disais ça un peu tu vois, on provoque au début, mais j'ai l'impression qu'on est quand même à un tournant d'une histoire. Nous, depuis qu'on est né, on travaille sur des x86. Oui, c'est parce que voilà, peut-être que c'est quasi culturel. Voilà, peut-être qu'on en voit la fin d'une manière ou d'une autre à un moment. Comme il y a des processeurs qui ont disparu, c'est les PowerPC, des trucs comme ça, les trucs Motorola. Voilà. C'est plus ça. Peut-être que x86 à un moment aura fait sa vie et que l'archi est en fin de vie. Je suis pas certain, mais il y a du taf si AMD ou Intel veulent continuer à quelqu'un trouverait une fonctionnalité particulière. Enfin, il y a certainement plein de qualités qu'on peut trouver à cette architecture. On ne l'utiliserait pas aussi, non ? Non, en fait, non. Non. Même pas. non, en fait, non. C'est d'une certaine manière, on est resté bloqué sur cette archi, et il y a eu plein de problèmes on a essayé de rajouter des nouvelles fonctions dessus, à l'arrivée du Pentium, du MMX, du SSE, du machin et tout le bazar. Et c'était un peu guerre AMD Intel pour dire on met des nouvelles instructions dessus. Mais c'est pas la meilleure archi au monde, c'est juste que c'est une archi qui a été utilisée par plein de compilateurs. Il y a plein de softs qui tournent en x86. Et si demain on sort tout TPC en ARM, c'est ce à quoi c'est confronté Microsoft quand ils ont fait leur premier Windows ARM. Si t'as pas les softs qui compilent pour ton nouveau processeur, c'est pas évident. Alors Apple s'en est très bien sorti avec son émulation en disant ok, c'est bon, on est parti les gars, on abandonne et on est parti sur du full ARM. Mais c'était une des problématiques qui fait que x86 a duré aussi longtemps. Parce que tu n'as pas demandé à tous les éditeurs de tout recompiler, et c'était souvent assez bas niveau dans certaines parties de code pour que ton assembleur soit lié
à la machine. Et donc, quand une entreprise a investi dans du code pour que ça tourne sur une machine, on a eu ça avec Internet Explorer 6 pendant des années, bah, t'as ton site qui tourne sur Internet Explorer, c'est très difficile de dire je vais tout réécrire, tu sais que ça m'a coûté un avion de chasse, quoi. Donc, on est resté un peu bloqué là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus facile, la portabilité est un petit peu plus dans le mood de l'entreprise, et quand tu sors un truc dans l'air du temps, tu te dis ça doit tourner quand même sur plusieurs machines. Donc on le voit par exemple chez Apple avec l'évolution vers le processeur de M3, M4, et aujourd'hui il y a quand même fort peu d'applications, fort peu d'éditeurs qui sont pas passés sur cette architecture-là. Ouais, et les compilateurs ont beaucoup évolué, tu sais aussi, plus facilement porter d'une archi à l'autre avec les mêmes compilateurs. Peut-être l'apport de l'IA aussi, quelque part, à un certain niveau de la programmation, qui peut faire gagner du temps et un peu d'argent aussi. Peut-être pas encore. Non. Ok. Non. Ok. Bon voilà. Je vous disais qu'on peut passer d'un sujet léger à un sujet sérieux. Vous voulez du vraiment sérieux, du lourd et du sérieux. Ouais. Est-ce que vous connaissez Monsieur Edwards, Elwood de son prénom? C'est le monsieur qui disait ceci. Welcome. You've got mail. Chaque fois que quelqu'un ouvrait sa boîte mail AOL, America Online, eh bien, il retrouvait ce monsieur qui disait chaque fois imperturbablement. Welcome. You've got mail. Et ça a marqué toute une génération de jeunes et de moins jeunes internautes dans les années 90. Ce monsieur a prêté sa voix pas que pour dire ça, il y avait aussi d'autres messages, mais relativement courts, donc à America Online. Il est décédé cette semaine à l'âge de 74 ans. Une phrase qui est devenue iconique et qui a marqué donc l'histoire d'Internet et qui symbolise à elle seule, pour toute une génération d'Américains et sans doute aussi quelques Européens, l'ère de l'email grand public. C'était une iconographie dont on se souvient peut-être, un peu aidé aussi sous nos latitudes par le film qui porte le même nom. Oui. Vous avez un email, vous avez un message, le titre français pour être exact, avec arrobase à la place du A de message, comme c'est original. À l'époque, ça l'était. Et c'était en 1998, film avec Meg Ryan et Tom Hanks, et qui était une gentille comédie romantique, mais donc dans laquelle on entendait régulièrement. Welcome, you've got mail. Voilà. Et ça m'a fait penser que y a plein de sons comme ça. J'ai retrouvé dans des archives, je l'ai pas pris là parce qu'on n'avait pas commencé à jouer avec le sampler, mais par exemple le son d'Intel. Tom, 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 tu vois. C'est copyrighté à mort, ça. Ah, oui. Et ça, on l'a entendu plein de fois. Ça, je te déconseille de le passer à l'antenne, par contre. Oui, parce qu'il y a les droits sur ces petites notes. Donc, voilà, et il y a plein de sons comme ça, des ouvertures de programmes, des fermetures de programmes, qui sont devenues des sonneries de GSM, Nokia, entre autres, qui sont restées comme ça et qui sont devenues, vraiment, si vous avez été marqué par ça dans votre adolescence, vous le retenez, ça reste gravé dans votre esprit et vous continuez à l'entendre. Et on en avait parlé il y a pas longtemps avec ICQ. La petite musique quand ils ont fermé ICQ 40 ans plus tard. Ça a rappelé des souvenirs à tout le monde. Et donc c'est tout le poids d'une petite voix, d'une phrase. Et c'est toujours bien, je trouve, pour bosser un peu dans le milieu du son et de la voix, etc., de se rappeler que derrière il y avait un humain qui s'appelait Monsieur Elwood Edwards. Voilà. Salut Edwards. Tu veux rajouter un truc? Oui, j'ai un truc. Alors parce que c'est parce que tu parles d'eux, mais il faut savoir, si tu as ce son Intel, et il y a très peu de marques qui ont réussi sur 3-4 notes à très difficile à dire c'est moi. Intel a réussi ce coup de maître. Et donc quand ils vendaient des NUC et certaines boîtes de processeurs, quand tu les ouvrais, ils avaient même un petit baffle à l'intérieur qui faisait leur son au moment où tu ouvrais la boîte. C'est un coup de marketing génial, et c'est pas ça qui cotait sur la boîte par rapport au processeur. Hein. Mais il faut savoir que c'est des mecs qui ont été dans leur branding hyper fort. Ils ont aussi déposé en international une couleur. Et donc il y a un bleu Intel qui leur appartient, que tu ne peux pas utiliser sous peine de te faire massacrer par Intel. Alors que c'est un code RGB. Donc si tu prends le 0071C5, c'est une couleur qui appartient à Intel.
Ouais. Voilà, parce que tu as le rouge Coca-Cola aussi. Hein. Ça, c'est le message bleu Intel. Ah, quand les sites en noir et blanc, hein, j'ai envie de dire. Oui, peut-être. Je sais pas. En tout cas, voilà. Moi, je voulais rendre un hommage, en tout cas, à celui qui a... Parce que je connais des gens, par exemple, si tu prends un bus ou un tram ou un métro à Bruxelles, la voix que tu entends, c'est quelqu'un que je connais et qui a prêté sa voix, et qui continue d'ailleurs à prêter sa voix. Et quand vous arrivez dans une station, la voix qui vous dit dans quelle station vous êtes, eh bien, c'est quelqu'un, c'est d'humain, qui est entre autres mère de 3 enfants et qui se porte très bien et dont c'est le métier de prêter sa voix, et est comédienne à la base et qui a prêté sa voix, voilà. Il y a plein de gens comme ça, c'est aussi le cas en France, enfin dans tous les pays du monde, j'imagine, où chaque fois on a dû capter la voix de quelqu'un et la reproduire à l'envi, et nous ça nous reste dans la tête, et c'est bien de se dire que derrière ça il y a quelqu'un. La voix de Siri aussi, hein. C'est une dame. Il y a eu de nombreux reportages. La voix de Siri. La voix de Siri. La voix de Siri, pardon. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. J'imagine que c'est le cas des autres. Elle est toujours vivante, d'ailleurs. On parlera d'un anniversaire, tu m'y fais penser maintenant. On parlera d'une autre voix, sans doute, celle d'Alexa, qui a 10 ans. Donc, ce sera un petit peu plus tard. On en reparlera avec Sébastien. Je suis en train de regarder si j'ai bien tous mes boutons à portée de main, parce que je vais devoir jongler juste un instant. Je rappelle que ce podcast est enregistré dans les conditions du direct. File's done. Goodbye. Toute autre chose, on va encore parler logiciel libre, mais cette fois avec Thierry, pour une sacrée mise à jour qui était attendue, en tout cas sur la méthode de travail des éditeurs du programme GIMP, qui est l'équivalent de Photoshop, mais dans le monde du libre. Ils y vont à l'aise. 20 ans pour passer de la version 2 à la version 3, c'est un petit peu, c'est les Laurent Voulzy de l'informatique. C'est Laurent Voulzy qui fait une nouvelle tous les 20 ans. C'est un peu la même chose, Thierry. Ça fait prendre un coup de vieux. Hein. Moi, je suis aussi comme Sébastien, un libriste, puisqu'il y a un terme a priori rattaché aux amoureux du code libre ou du logiciel libre. Et j'essaye. Ouais, Barbu, ça, je suis désolé, je le suis pas. Mais je laisserai la barbe pousser une fois pour voir si j'arrive à vous battre les deux Sébastien. Non, mais plus sérieusement, le GIMP, c'est l'alternative à Photoshop, et c'est un des rares logiciels sur lesquels j'ai vraiment de la peine. On parlait avant de look and feel par rapport à mettre comme ça à disposition des informations. En l'occurrence ici, c'est une initiative qui tentait à proposer en logiciel libre de quoi travailler comme sur un Photoshop, avec des canaux, avec des couches, avec des effets. Voilà, avec tous les formats de fichiers possibles et inimaginables. Reste que effectivement l'interface utilisateur, elle était un peu rude. Alors GIMP, ça fait prendre un coup de vieux, puisque on va passer de la 2 à la 3. Ça sera probablement fin de cette année, voire début de l'année prochaine, pour la release candidate numéro 1, donc la 3 RC1, pour ceux qui sont adeptes des termes qui vont avec. Ils plaisantent déjà en disant que la RC2 viendra en 2050. On sera plutôt vers 2025, voire 2026. Voilà, il y a des rigolos chez les codeurs. Ils sont marrants. Mais ça amène un débat qui est assez intéressant dans l'article, puisque 20 ans, c'est une somme. Et ils prennent l'exemple de Firefox, qui préfère aller vers des petites modifications, des petits ajouts pour régulièrement aller vers quelque chose de mieux. On le connaît d'ailleurs dans d'autres outils, et heureusement que ça se passe ainsi. Pas plus tard qu'avant l'émission, j'ai dû aider quelqu'un qui était sur un CMS, pour pas le citer, nos amis texans de WordPress, qui sont à l'origine d'un soft qui a aussi un certain âge. Tout ça, ça nous rajeunit pas. Et bien heureusement qu'il y ait ces mises à jour assez régulières du côté des outils professionnels, que ce soit aussi du côté des navigateurs, comme je vous le citais avec Firefox. Alors, est-ce que les gens qui sont derrière GIMP vont revoir leur fusil d'épaule pour réajuster leur fusil sur l'épaule pour changer cette façon de faire qui consiste à
à mettre 20 ans pour aller sur une autre release candidate. L'avenir nous le dira, mais oui, ça laisse sous-entendre qu'ils vont peut-être aussi un petit peu changer. Et puis, je pouvais pas m'empêcher de vous citer une alternative à cette alternative, parce que, comme je vous le disais, j'ai eu de la peine à accrocher moi sur l'interface utilisateur, parce que pour moi c'est un élément très décisif, important. Alors certes, c'est pas forcément une solution très pratique puisqu'elle n'est pas standalone, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser sur votre ordinateur proprement dit, il faut être connecté. C'est un service en ligne que j'adore, qui est gratuit, qui s'appelle photopea.com, où en fait vous avez une interface de Photoshop, mais en ligne. Alors la plupart des fonctionnalités sont gratuites, ça marche vraiment bien. Alors ça laisse quand même un goût amer pour le travail de gros documents, puisqu'il faut les envoyer, les récupérer, mais vous avez les mêmes fonctionnalités. Alors, attention, je suis pas en train de vous dire que c'est une copie de Photoshop tel qu'on le connaît maintenant, de la suite Adobe, mais ça fait pas mal bien le job. Et sur le site de Photopea, on s'amuse même à vous présenter sur un smartphone. Là, ça devient un peu touchy que d'essayer de l'utiliser comme ça. Mais moi, je m'y suis retrouvé dans ce service en ligne qui est assez pratique pour vite travailler quelque chose si vous devez travailler sur plusieurs couches, par exemple, ou plusieurs layers. Plusieurs canaux, puisqu'on peut travailler le RGB ou la quadri. Mais j'attends avec impatience la mise à jour cette fin d'année de GIMP pour savoir si je vais le réinstaller. Voilà. Moi, le GIMP, je me rappelle, l'interface était trop proche et pas assez proche en même temps de Photoshop. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui ressemblaient mais qui ne réagissaient pas de la même manière, et donc c'était un peu, ça crée une certaine ambiguïté. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on n'a pas mis 20 ans pour passer de la version 1.2 à la version 3 qu'il n'y a pas eu de mise à jour entre-temps. Vous pensez bien? Non, il y en a eu, c'est vrai. Et là, je vais me tourner vers Sébastien pour m'expliquer un peu est-ce qu'il y a une nomenclature commune au versionning de ces applications? On a tendance à dire que le premier chiffre, c'est le noyau du truc, enfin le cœur du moteur, et que quand ce numéro-là change, c'est une grosse, c'est majeur comme mise à jour, et que le reste c'est peut-être une mise à jour de sécurité. Enfin, plus on s'éloigne du chiffre principal. Est-ce que c'est vrai ou pas? Comment tu vois ça? Dans les outils de dev, on va, en général, il y a 4 niveaux. Je vais vous en expliquer 3 parce que après ça souvent c'est inutile. T'as la version majeure qui est la première, la mineure qui est une deuxième. Et puis la dernière que vous allez trouver, c'est un numéro de build. Alors le numéro de build, en fait, c'est à chaque fois, pas mal de compilateurs font ça, chaque fois que le développeur dit je compile pour voir si ça fonctionne, bif, il incrémente de 1. Et donc souvent le numéro de build, ça peut monter très vite et très haut, parce que voilà, à chaque fois qu'on teste sur la journée, on compile et bim, on en prend une. Plus une référence pour le développeur quelque part, de pouvoir savoir s'il doit faire un rétropédalage. La fois. C'est cette compilation-là. Comme ça, on fait référence à une build spécifique. Donc ça, c'est historique. C'était plutôt comme ça dans les releases, et GIMP était dans ce sens-là. Mais il y a beaucoup de projets libres et non libres qui ont, d'un point de vue purement commercial, abandonné ce genre de nomenclature pour arriver à des versions numérotées à l'année. Et si on prend une release dans les... alors, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense que c'est Debian où tu as la version ou c'est Ubuntu, non, c'est les Ubuntu, où tu as la version, la version 2024, et en fait c'est la version 24, la version 23, la version... Et c'est en fait l'année à laquelle le truc est sorti. Mais tu peux faire techniquement ce que tu veux. Effectivement, il y a eu des centaines de releases de GIMP entre la 2 et la 3. À un moment, les mecs se disent, on sort la 3. Il y a eu la même chose sur le noyau Linux, où à un moment, Nistorval dit, bon, j'en ai marre de toujours l'incrémenter, la version mineure. Allez, je fais une majeure. Mais il n'y avait pas de raison fondamentale. C'est juste, il dit, bon voilà, on va passer au 2, 3 ou 4 maintenant. Et, parce que souvent, tant que tu mets pas de majeure, les gens se disent, bon, j'ai des trucs mineurs, je vais pas mettre à jour, ça sert à rien. Oui, alors que souvent, il y a des trucs importants aussi. Sur les mises à jour de sécurité, des choses comme ça, qui sont souvent, c'est souvent le 3e niveau ou le 2e niveau qui l'indique, le plus souvent, et souvent les gens passent à côté en disant, ça vaut pas la peine, je ferai la prochaine. C'est ça, mais sous Linux, c'est un peu différent de sous Windows, parce que la philosophie est différente. T'as des gestionnaire de package, je vais prendre 30 secondes pour l'expliquer, on a bien 30 secondes. C'est-à-dire que
es sous Windows et tu dis, là, je vais installer Chrome. Donc, tu vas sur le site de Chrome, tu télécharges Chrome, tu installes Chrome. Tu veux Firefox aussi, tu vas sur le site de Mozilla, tu prends Firefox, tu l'installes. Firefox fait une mise à jour. Normalement, jusqu'à ce qu'il y ait des auto-updates dans Firefox ou en Chrome, tu dois aller sur le site de Firefox, tu prends la mise à jour, tu mets la mise à jour. Et la semaine prochaine, il y a une mise à jour, tu vas sur le site de Firefox, tu télécharges la mise à jour, tu mets la mise à jour. Tu te rends compte qu'à un moment, Madame Pichemou, elle fait plus la mise à jour. Elle a Firefox, et elle se retrouve avec Firefox 2, alors qu'on est en 2024, et on a quelques versions depuis, quoi. Donc, les navigateurs, pour ça, ont imposé une mise à jour automatique par eux-mêmes, et la plupart des logiciels n'ont pas de mise à jour automatique sous Windows. Tu veux une mise à jour, tu vas chercher sur le site de l'éditeur une mise à jour, et ça peut te prendre un temps de malade. Sous Linux, c'est pas comme ça. La plupart des logiciels que tu vas installer sont distribués par les distributions, ils sont packagés, et donc tu as un tool pour gérer tes paquets. Tu dis tu veux GIMP, tu fais apt-get, installe GIMP, et ta machine, elle installe GIMP. Ou tu fais yum, installe GIMP, et ça installe GIMP. Ou tu as une interface, comme le Windows, le Store Manager de Microsoft, qui est là sous Linux depuis la nuit des temps, où tu choisis, tu veux ton soft, tu dis GIMP, tu m'installes GIMP, et puis tu as juste une petite commande que tu fais de temps en temps, tu fais un yum update ou un DNF update, et ta machine installe toutes les mises à jour de tous les softs que tu as, tout, en un coup. Et t'attends 2 minutes et t'as tout à jour. C'est la simplicité. Enfin, c'est la simplicité, quoi. Des fois, Linux, ça paraît compliqué parce qu'en ligne de commande, etc., c'est bien amélioré. En fait, c'est avec une ligne de commande, on fait énormément de choses. C'est d'une simplicité. Voilà, on va pas vous le vendre, mais à l'occasion, si vous voulez, on peut vous faire l'article un peu plus longuement. Mais bon, là, je mets Sébastien en route et puis je vais chercher un café. Et donc, tu as toujours le dernier GIMP avec les mises à jour. Il suffit d'appuyer sur le bouton Update et il update. Voilà, c'est ça. C'est magique. Bien sûr, on a fait le tour de la question. Du coup, GIMP, version 3, faites la mise à jour si vous ne l'avez pas encore fait, ou testez à l'occasion si vous le voulez. J'ai entendu tu vois, la respiration de Sébastien. J'ai un truc à dire encore. C'est ça. Il y a Pinta qui marche pas trop mal aussi en libre pour éditer si vous êtes allergique à l'interface de GIMP. Et il y avait un mec à l'époque qui avait fait un fork de GIMP et que c'était appelé GIMP Shop et qui avait refait l'interface parce que Thierry avait dit qu'il était allergique à l'interface. Bah oui. Mais il avait fait l'interface de GIMP mais à la sauce Photoshop. Oui, comme c'est le code est ouvert, tu peux faire ce que tu veux derrière. C'est ça. Mais intéressant. C'est ça qui était un peu perturbant sur le. Enfin bref, on va pas revenir dessus. On va parler de tout à fait autre chose d'Apple dans le viseur de l'Union européenne pour du géoblocking, Sébastien. Qu'on vous géobloquer chez Apple. Et si c'était illégal? Et je suis désolé effectivement d'étaler toute cette histoire et toute cette et tout mon savoir, la culture, le machin. Non, c'est pas vrai. Mais faut pas me lancer sur ce genre de sujet, quoi. Non, je sais. Thierry a fait je le soupçonne. Et donc il y a effectivement un truc. Apple se prend les pieds dans le tapis sur le géoblocking. Alors je le mets vraiment, j'ai un pied de nez pour certaines personnes dans ce podcast pour ce genre de truc, parce que je sais que ça ne pourra que vous faire réagir, parce que Apple, donc la Commission européenne est en train de dire à Apple, vous avez imposé aux consommateurs de choisir un pays, et en choisissant ce pays, ils n'ont pas le droit d'installer certains logiciels qui ne sont disponibles, parce que si vous êtes en Belgique, qu'en France, où vous avez des livres, des podcasts, des trucs sur iTunes qui ne sont disponibles qu'en Belgique ou qu'en France, et donc c'est pas normal, parce que nous, on a un marché européen, et donc si j'ai un Belge qui s'inscrit sur iTunes ou un compte Apple, il doit pouvoir télécharger la même chose qu'un Français, qu'un Espagnol, qu'un Italien, et en plus, c'est compliqué pour un Européen de dire qu'il change de pays. Vous mettez des contraintes aux consommateurs pour dire qu'ils changent de pays, et donc vous ne respectez pas la libre circulation des biens tels que l'Europe le souhaite, et donc ils veulent imposer à Apple d'être plus ouvert sur ces restrictions sur le géoblocking, alors, ce qui est assez fandard parce que c'est pas fondamentalement Apple là-dessus qui le met, mais généralement c'est les éditeurs.
qui disent moi je le distribue dans tel et tel pays. C'est ce que j'allais dire. Et donc ici Apple se fait attaquer par plusieurs autorités européennes. Et alors on va encore beaucoup rigoler là-dessus parce que c'est l'Irlande, l'Allemagne et la Belgique qui se disent on va attaquer Apple en disant c'est pas bien ton truc, il va falloir, c'est discriminant, il faut trouver une solution, sinon tu vas payer beaucoup de brousouf pour ton truc. Je sais pas comment va réagir Apple parce que c'est tout chaud, c'est tout récent, c'est tombé ce 13 novembre. Et donc c'est encore vraiment dans les news toutes jeunes, mais d'un point de vue média, c'est une forme de bombe. Oui, enfin, je sais pas, enfin, je vais peut-être laisser parler Thierry parce qu'il connaît certainement ça aussi bien, c'est pas mieux que moi. En l'occurrence, je pense que c'est un peu historique, hein, cette géolocalisation des utilisateurs chez Apple, Thierry. Et donc, du coup, ça ne se justifie peut-être plus nécessairement aujourd'hui, c'est peut-être plus contraignant aujourd'hui pour de mauvaises raisons qui sont peut-être dépassées. Oui, puis c'est amusant que ça sorte du bois, puisque nous, on est pile au milieu de l'Europe et on n'est pas assujetti à l'interdiction de l'usage d'Apple Intelligence. Donc j'ai autour de moi des gens qui bossent avec iOS, la bêta sur laquelle on peut faire joujou. Alors rassurez-vous, vous êtes en train de rien manquer, hein, parce qu'il faut mettre votre téléphone en anglais, puis oui, ça, voir, voilà, c'est pas encore. On sent que là, pour le coup, c'est pas encore prêt. Mais ça permet à Apple de contrôler ça. Mais c'est vrai que moi, dès que j'ai eu un iPhone ici en étant en Suisse, j'ai tout de suite pris un compte français et un compte US. Donc, quand je vais aux États-Unis, je recharge ce compte. Parce qu'effectivement, il y a des applications, c'est comme tu le dis, hein, Sébastien, c'est souvent l'éditeur qui fait le choix de dire moi, je ne vais pas me casser la tête à proposer ce soft sur tel ou tel territoire. Les US, je peux comprendre. Oui. De mémoire, pour les podcasts, par exemple, je pense que c'est tout pays sauf l'Afghanistan ou un truc. Enfin, il y a 2-3 pays et il faut aller les cocher si on veut être distribué sur ces contrées-là. Et sinon, si on veut limiter à certaines zones, on peut le faire. On peut le faire. Par défaut, on est sur tout pays. Oui. Par défaut, on est sur tout pays. Les US, on peut comprendre parce que pour les apps, c'est aussi un souci de respecter les règles proposées par Apple. Alors pour le côté positif, et là je fais pas de la lèche à la maison de Cupertino, mais c'est vrai que les standards quand on développe une app sont assez stricts. Et quand on propose une app qui peut pas être par exemple multilingue parce qu'elle est dédiée à plusieurs territoires ou plusieurs nationalités, je peux comprendre qu'un éditeur a pas envie de se casser la tête, il fait en anglais puis au revoir merci, puis c'est que pour le marché US. Maintenant, j'ai vu pas mal d'applications françaises. Alors, ça serait assez marrant d'aller à la rencontre de ces éditeurs français qui ne veulent pas que leur application, ou alors peut-être c'est de la flemme, ou peut-être c'est un oubli, que leur application soit disponible. Par exemple, ici, pour nous, en Suisse, ça devient un peu chiant parce qu'il y a des apps qui ont aucune raison de pas être disponibles sur le territoire suisse. C'est ni une histoire de loi, ni une histoire de business. Hein. Je parle même d'applications gratuites. Par contre, dans le monde de la musique et de la vidéo aussi, d'ailleurs, les ayants droit ne sont pas toujours les mêmes d'un pays à l'autre. Et les règles de diffusion ne sont pas toujours les mêmes non plus. Ça, il faut le reconnaître. Mais là, comme tu l'as dit, Marc, l'exemple des podcasts, c'est un petit peu le parti pris qu'a pris Apple de dire, en tant que producteur de podcast, vous avez ce choix. On peut le faire aussi côté Apple Music. Ça existe aussi chez les autres fournisseurs, que ce soit, je pense, Deezer, ils doivent pas échapper à la règle, ou Spotify, parce que oui, effectivement, il y a la SACEM, ici il y a la Suiza, c'est pas en plus les mêmes tarifs. Et donc, du coup, je comprends pas effectivement aussi le choix sur les applications, parce que comme je le disais au préalable, ça peut être sur des applications même gratuites. Cette interdiction, c'est au géoblocking imposé par les éditeurs eux-mêmes. Ça serait intéressant, comme pour l'exemple français, d'aller à leur rencontre et puis de leur poser la question de savoir pourquoi ils se cassent pas la tête à proposer cette app dans plusieurs territoires. Sauf que malheureusement pour la Suisse, elle ne fait pas partie de l'Europe. Donc même si l'Europe l'impose pour l'Apple dans toute l'Europe, la Suisse restera au pilori des pays bannis de certaines apps là-dessus. Donc apps, ou au contenu, contraire, etc. Quoi.
Ou au contraire, avec les facilités, comme je le disais, pour tester des choses qui sont interdites en Europe. Ouais. Ouais. Mais ce qui est embêtant, par exemple, pour les podcasts, que les gens... Alors, il faut bien chercher, mais il est toujours possible, je le dis à nos auditeurs en passant, vous pouvez commenter et les podcasts et mettre des étoiles et des trucs du genre, mais comme c'est zoné par pays, moi, je ne vois, si je regarde les commentaires, que les Belges. Je ne vois pas nécessairement des commentaires faits dans d'autres pays. Heureusement, il y a des petites parades pour aller trouver et des services qui vous permettent de regarder l'ensemble des commentaires. On a une interface maintenant, un back-office qui permet aussi d'aller voir là-dedans. Mais malgré tout, c'est une contrainte. Enfin, voilà, ça fait partie de l'histoire du truc et on ne peut pas dire qu'Apple soit non plus les plus grands champions du monde quand il s'agit de l'ergonomie des sites internet et des machins et des trucs. Enfin, tous ces machins. Ça a toujours été, ça n'aide pas et évidemment, c'est un peu embêtant. On arrive au bout de cette news, mais pas de cet épisode, je tiens à le préciser, mais je vais quand même vous saluer Sébastien, pour en trouver un autre dans un instant, et on va virtuellement te laisser aussi Thierry, puisqu'on te retrouve à bord de ton van d'ici quelques minutes en compagnie d'Anthony. Exactement. Dans le coin des ingénieurs. Vous vous souvenez d'un événement particulier datant d'une décennie. L'autre Sébastien, comme je le disais, lui se souvient bien d'une naissance. Il y a 10 ans, mois pour mois, c'était en novembre 2014, Amazon lançait aux États-Unis ce qui allait devenir l'un des premiers assistants vocaux grand public, Alexa. Et à l'époque, l'idée d'un assistant vocal dans son salon, capable de répondre à nos questions, de gérer des tâches de la maison ou même de nous divertir, il faut dire ça révélait quand même un peu de la science-fiction. On avait tous en tête le film Her ou 2001 Odyssée de l'espace. Alors Alexa, intégrée dans ces appareils, ces enceintes connectées qu'on appelle les Echo, ça a vraiment marqué le début d'une nouvelle ère pour les maisons connectées. 2 ans après, en 2016, Amazon a franchi l'Atlantique, lançant Alexa en Europe, d'abord en Angleterre, et puis en Allemagne, et puis en France, en Espagne, en Italie. Et le succès ne s'est pas fait attendre, grâce à une bonne intégration de la langue locale, des habitudes, des contenus locaux également. L'assistant d'Amazon a rapidement trouvé son public européen. Et puis bien sûr, ce succès n'est pas passé inaperçu aux yeux des autres géants de la tech, et c'est là que Google est entré en scène avec Google Assistant, suivi par Apple avec les HomePod et Siri. Alors je sais, Siri existait déjà avant, mais sous le form factor des HomePod, c'est arrivé après Alexa. Microsoft aussi a lancé Cortana, et puis d'autres, bien que tous n'aient pas eu exactement le même succès à long terme. Mais en l'espace de quelques années, Amazon a vraiment créé un véritable marché des assistants vocaux, un marché auquel même Google s'est empressé de répondre avec ses propres Google Home. Les enceintes connectées ont rapidement pris la place dans nos salons, dans nos cuisines et même dans nos chambres à coucher. Alexa et ses compères sont devenus des compagnons de la vie quotidienne. On leur demande la météo, on leur demande de jouer de la musique, de régler un minuteur pendant qu'on cuisine, ou même de piloter des objets connectés de la maison, comme les lumières, les thermostats, ou chez moi même mon aspirateur. Bref, l'assistant vocal s'est fondamentalement ancré dans nos routines, tant pour les petites tâches pratiques que pour de simples demandes de divertissement. Cependant, si on regarde assez bien, les interactions avec ces assistants sont restées assez basiques. Demander de lire une recette ou d'ajouter un rendez-vous, d'acheter quelque chose, de mettre quelque chose dans sa liste de courses ou de lancer une playlist de musique, tout ça, ça fonctionne. Mais c'est souvent limité aux actions prévues par les fabricants eux-mêmes. Bien qu'Alexa et Google Assistant aient tous les deux évolué en termes de reconnaissance vocale et de capacité, on est encore très loin d'un assistant qui comprend réellement le contexte de façon poussée et qui sait répondre de manière vraiment intelligente et flexible. Alors aujourd'hui, avec l'essor de l'IA générative comme ChatGPT, qui peut produire des réponses beaucoup plus contextuelles, plus riches, on pourrait se demander pourquoi ces assistants vocaux n'ont pas évolué davantage dans cette direction. Pourquoi n'utilise-t-on pas plus d'IA générative dans Alexa ou dans Google Assistant ? La réponse est complexe. D'abord, il y a une question de coût.
Faire tourner des modèles d'IA générative en temps réel pour des millions d'utilisateurs, c'est extrêmement coûteux en ressources, en data center, en électricité et donc en argent. Contrairement aux interactions relativement simples qu'on a avec des assistants actuels, des réponses générées par des IA comme ChatGPT nécessitent beaucoup plus de puissance de calcul, surtout si on veut des réponses rapides, adaptées et fiable. La confiance est la clé également de ces assistants personnels. Ensuite, il y a la question de la confidentialité et de la sécurité des données. Vous le savez déjà, l'IA générative, pour être performante, a besoin d'une quantité très importante de données, idéalement spécifiques à chaque utilisateur, ce qui va vite poser des problèmes de respect de la vie privée. Et Amazon et Google sont déjà sous surveillance en ce qui concerne la collecte de données avec leurs enceintes connectées. Donc il ne faut pas nécessairement aller trop vite dans cette direction, réfléchir à ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Intégrer une IA générative pourrait les exposer à de nouveaux risques de sécurité et de confidentialité. Enfin, il y a la question de la pertinence aussi. Aujourd'hui, de nombreux utilisateurs ne demandent pas à leur assistant vocal des réponses complexes ou des interactions prolongées. En général, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils exécutent rapidement une action précise, allumer la lumière, me donner l'heure, me rappeler quelque chose. Passer à l'IA générative pourrait sembler peut-être un peu contre-intuitif pour ces interactions où la simplicité et la rapidité priment. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce que l'avenir réserve aux assistants vocaux comme Alexa ? Je pense qu'il reste très pertinent pour de nombreuses tâches, mais le rôle pourrait évoluer vers des usages plus précis ou plus utilitaires dans les années à venir. Par exemple, les interactions riches et contextuelles. Pour ce type d'interaction-là, peut-être qu'on se tournera plus vers des applications directement intégrées dans nos appareils personnels, comme dans nos smartphones, nos ordinateurs, là où il y a la puissance de calcul, en fait, qui est nécessaire pour l'IA générative, et où cette puissance de calcul est plus facilement disponible. Ainsi, même si Alexa fête ses 10 ans avec brio aujourd'hui, son avenir, comme celui des assistants vocaux en général, pourrait dépendre de notre capacité à intégrer de manière équilibrée les avancées de l'IA, tout en préservant la simplicité, la sécurité qui les rendent encore aujourd'hui si pratiques au quotidien. Voilà de quoi vous faire réfléchir sur ce que sera la place des assistants vocaux dans la prochaine décennie, alors que l'IA générative continue de s'imposer un peu partout. Eh bien, on va y réfléchir. Merci Sébastien. Un Sébastien qu'on va retrouver la semaine prochaine dans le prochain épisode des Technos. Allez, on va parler énergie, si vous le voulez bien, direction la Suisse. Retournons en Suisse pour retrouver une nouvelle fois Thierry, qui accueille à bord de son van aménagé en studio notre camarade Anthony Girardin, que vous avez déjà entendu dans des épisodes précédents des Technos. C'est notre ingénieur de service. En matière d'installation et surtout de stockage d'énergie, il y a une grosse différence entre l'amortissement pour un usage domestique versus un usage industriel. À quoi ça tient justement qu'il y ait cette différence ? Quels sont les cas d'usage justement de ces batteries avec une installation photovoltaïque pour du privé versus de l'industriel ? Alors, la première grosse différence, c'est que le privé, en fait, il ne va pas forcément tout de suite chercher l'amortissement. Il y a deux publics. Il y a le public qui va chercher plutôt à dire j'ai investi dans une installation photovoltaïque. Et je trouve ça un peu dommage. En journée, je ne suis pas toujours là. Je n'ai pas encore une machine à laver que je peux enclencher automatiquement quand j'ai un maximum de production ou des choses comme ça, ou un lave-vaisselle. Et du coup, c'est un peu dommage. Je ne sens pas en fait quelque part que je contribue à cette transition énergétique. Et donc, je vais acheter une batterie, comme ça en fait finalement je vais stocker la journée, puis le soir quand je vais rentrer, quand je vais allumer ma plaque de cuisson, quand je vais allumer l'éclairage, quand la nuit va tomber, quand je vais allumer la télé, finalement je vais plus consommer. Donc là c'est un public qui va s'attacher plutôt à ça et qui va regarder un peu quelle taille de batterie utiliser pour stocker l'énergie de la journée pour la utiliser le soir. Et là, on va avoir des tailles de batterie qui vont être assez petites. Mais les autres personnes qui vont dire aussi en fait, finalement, on ne rachète pas l'énergie assez chère sur le réseau aujourd'hui et j'ai du mal à amortir mon installation photovoltaïque.
c'est aussi un public qui peut être intéressé par une batterie, mais c'est pareil, comme c'est du domestique, on va avoir de l'ordre de l'énergie, hein, ce qu'il faut voir, c'est l'ordre de quelques kilowattheures. Pour mémoire, une batterie de voiture, c'est entre, grosso modo, 40 et 100 kilowattheures. Donc là, nous, si on parle de quelques kilowattheures, c'est en général entre 3 et 10. Donc en fait, on parle d'une échelle, un facteur d'échelle bien plus petit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une batterie, peu importe sa taille, il faut toujours une sécurité, il faut tout un tas de systèmes électroniques pour assurer sa surveillance, pour assurer son bon fonctionnement. Et ça, en fait, c'est quelque chose, encore une fois, peu importe la taille, on va l'avoir. Donc en fait, ça va être des coûts incompressibles. Ça va pas coûter moins cher si j'ai une batterie plus petite. Et là, du coup, ça va être un avantage pour les industriels, parce que les industriels, eux, les énergies, les quantités dont on parle, elles vont être bien supérieures. Et du coup, c'est comme tout, hein, quand vous allez au magasin, vous avez des promotions pour les Français, des actions pour les Suisses. Quand vous achetez en grande quantité, là, ça va être pareil. Une batterie, elle va être bien moins chère par quantité d'énergie qu'on va pouvoir stocker dedans, en grosse quantité. Et donc là, les industriels, eux, ils vont s'y intéresser dans une approche qui va être parfois différente de celle des particuliers. Donc ils peuvent avoir aussi l'idée de dire on va utiliser cette batterie pour plus consommer sur le site, pour plus utiliser notre énergie produite localement. Mais eux, en fait, ils vont avoir des contrats électriques très différents des fournisseurs. On voit que les objectifs ne sont pas les mêmes côté domestique versus industriel. Il pourrait avoir un point commun qui est l'autonomie énergétique, mais côté domestique, j'ai l'impression que c'est principalement ça, puis peut-être la réduction des coûts. Toi, tu vois que c'est principalement l'autonomie énergétique qui est visée pour le particulier? Oui, en fait, la plupart... En fait, on a quelques cas, nous, notamment, qui sommes basés en Suisse. On a les sites isolés où là, les gens, en fait, ils ne sont pas connectés au réseau. Donc là, en fait, ils vont vraiment chercher cette autonomie à tout prix. Et puis après, les gens qui sont connectés au réseau, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement variable. Je dirais pas qu'il y a autant de cas particuliers que ce qu'il y a de gens, mais voilà, il peut y avoir ce but d'être autonome et puis essayer encore une fois de se dire l'énergie, on va me la racheter de moins en moins cher parce que comme il y a de plus en plus de gens qui produisent en photovoltaïque, finalement les gens quelque part, les politiques ont poussé à racheter l'énergie chère. Pourquoi est-ce qu'ils ont poussé les fournisseurs d'énergie à nous racheter l'énergie chère? C'était pour pousser les gens à s'y mettre. À s'y mettre. Puis maintenant qu'ils voient qu'il y a pas mal de gens qui s'y mettent, de toute façon, la rentabilité pour les fournisseurs, l'énergie, elle a coûté toujours bien plus cher à racheter du photovoltaïque qu'avoir des centrales thermiques, des centrales nucléaires ou des centrales hydroélectriques. Donc là-dessus, c'était vraiment sur des volontés politiques. Et puis maintenant qu'il y a la démarche qui est enclenchée, quelque part aujourd'hui, c'est un peu le choix. Encore une fois, c'est des choix plus politiques qu'industriels. On n'a pas aussi un effet de mode parce qu'on voit pas mal de constructeurs proposer des solutions clés en main. Là, sans les citer parce qu'on n'est pas payé dans les technos pour leur faire de la pub, mais il y a des grands acteurs dans les batteries portables qui viennent dans le domestique, là où on les voyait, moi je le vois très souvent dans la van life ou en tout cas dans le monde du camping en général, proposer des solutions autonomes, mais qui vont de plus en plus vers l'habitation pour, par exemple, les brancher à l'arrière de panneaux solaires, stocker son énergie, la redistribuer dans le réseau. T'as pas le sentiment que là, on est aussi un peu en train de surfer sur une mode avec ces solutions un peu fancy là, qui sont proposées au monsieur, madame, tout le monde et qui sont malheureusement, là peut-être tu vas me le confirmer, pas si rentables que ça. Oui, c'est clair que ces gens-là, alors il faut voir, c'est surtout ces sociétés-là, c'est surtout des sociétés chinoises, pour pas les nommer, du coup, qui arrivent à faire des tarifs assez bas. Et c'est vrai qu'ils sont passés un peu de la van life, du camping et tout ça, à des choses qui vont vers le domestique. Ça, c'est clair qu'ils ont mis un gros coup d'épée dans... c'était un gros coup parce que par rapport au prix qui était pratiqué avant, quand même, il faut voir qu'ils proposent des choses vraiment smart, vraiment moins cher que ce qui était fait avant. Donc à ce niveau-là, ça va aider à la rentabilité. Et puis, il faut voir aussi qu'on a eu quand même un gros événement qui s'appelle la guerre en Ukraine. Oui. Et avant ça, en fait, l'électricité était vraiment... C'est toujours trop cher quand on paye, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on la payait vraiment pas cher parce que d'un seul coup, maintenant, on la paye bien plus cher. Et il y a en fait pas mal de gens
qui ont eu peur d'avoir des coupures électriques au cours des différents hivers passés. Et donc, par rapport à ça aussi, il y a quand même pas mal de gens qui ont investi. Une crainte. Voilà, par rapport à cette crainte d'être coupé du réseau, il y a pas mal de gens qui ont investi. Okay. Et par rapport à ça, notamment, les coupures réseau, il y a quelque chose qui a émergé parce que là, on parle un peu de photovoltaïque et de batterie. En fait, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte que les électroniques qu'on appelle les onduleurs qui permettent de créer de l'alternative à partir du continu des panneaux, il y en a beaucoup. Si jamais il y avait une coupure électrique, et en fait, les gens qui avaient des panneaux, ils ne pouvaient pas pour autant avoir l'électricité chez eux parce que ces électroniques-là ont besoin d'être raccordées à un réseau électrique pour après être capables de fournir de la puissance. Elles ne sont pas ce qu'on appelle autonomes. C'est le gros avantage des outils qui viennent de la van life, c'est que par définition, en van life, on n'est pas connecté à un réseau électrique et donc c'est la grosse valeur ajoutée qu'ils créent, c'est qu'ils sont capables de créer du 230 volts n'importe où, n'importe comment, connecté, pas connecté, on est capable de créer ça. Parce qu'il y a deux raisons techniques. Il y a la première, on doit s'aligner sur le signal pour se synchroniser, si je dis pas de bêtises. Quand on fait de l'autoconsommation avec du micro-onduleur sur des panneaux solaires pour l'injecter sur son réseau de 130 volts. Puis la deuxième chose, c'est aussi une sécurité. Je sais qu'il est dans notre devoir de signaler qu'on a une installation parce qu'un électricien qui viendra derrière pourrait peut-être rencontrer du 230 malgré le fait qu'il ait coupé, par exemple, l'arrivée ou certains fusibles. Est-ce que j'ai tout juste? Ouais, alors c'est tout à fait ça. C'est que nous, par exemple, en Suisse, on doit déclarer, même si on est limité à 600 watts sur des petites installations comme ça qui viennent de la van life connectées au réseau, on doit les déclarer même si la puissance est faible. Alors pourquoi la puissance est faible? Déjà, c'est parce que 600 watts, en fait, l'idée, c'est que l'ordre de grandeur, on va tout quasiment consommer avec le frigo, les charges qu'on a à la maison, on va quasiment tout consommer à l'instant T. Et du coup, pas renvoyer ou renvoyer extrêmement peu sur le réseau. Et puis, en fait, ça passe à travers les prix standards. Donc, en fait, quelque part, on n'a rien à changer. Par contre, il faut le déclarer, en effet, parce que on peut être amené à créer de l'électricité en local. Donc en fait, sur une prise qui est proche du balcon, typiquement si on a un appartement, on va créer de l'électricité. Et alors que, en fait, en effet, si on a tout coupé au compteur, on peut avoir l'idée que chez soi, il n'y a plus d'électricité et l'électricien il va intervenir, il croit en toute sécurité. Et donc, en fait, cette déclaration, elle sert que l'électricien, même si on a oublié de lui dire, lui, il va être informé par le gestionnaire du réseau qu'à cet endroit-là, il y a l'électricité. Et puis après, il y avait un autre point, je me souviens plus bien le premier point. La synchronisation sur la fréquence du réseau. La plus grande partie des onduleurs qu'on utilise sur le réseau et que les installateurs ne sont pas capables de fournir du 230 si d'un seul coup il y a une coupure réseau. C'est parce qu'en fait ça coûte bien moins cher au niveau de l'électronique d'avoir ça. Parce qu'en fait il y a différents éléments. Quelque part il faut le voir, en fait, l'onduleur réseau qu'on a d'habitude, en fait lui c'est comme un appareil qu'on branche. Je veux dire, on branche un frigo, une machine à laver. En fait toute l'électronique elle va déjà être alimenté par le réseau électrique. Et après, du coup, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'alimenter toute l'intelligence de ce système-là. Et du coup, après, on va connecter dessus un panneau photovoltaïque. Et donc, il va pouvoir piloter le panneau photovoltaïque et les transferts d'énergie. Peu importe ce qui se passe sur le panneau, en fait, comme il est toujours alimenté par le réseau électrique de 130 volts, il va être capable d'avoir cette intelligence et de gérer tout. Puis après, il y a une deuxième contrainte. C'est qu'en fait, d'un seul coup, si moi je suis en autarcie, en autonomie, parce que le 230 a été coupé par le réseau ou parce que je suis en van life, si d'un seul coup j'enclenche un gros consommateur, typiquement un chauffe-eau en France ou un bouilleur comme on dit en Suisse, en fait c'est une grosse puissance et ça il faut qu'il y réponde instantanément. Oui. Et ça, pour répondre à ces appels de charge ou ces load dump comme on appelle en anglais, il va falloir des stockeurs d'énergie encore dans le boîtier. Les stockeurs d'énergie en électricité qu'on a en local, ça s'appelle des condensateurs. Donc tout ça, ça va obliger à avoir une stratégie, un pilotage extrêmement fin pour répondre rapidement, des stockages d'énergie en local, et tout ça, ça va coûter bien plus cher. Donc historiquement, si on a les onduleurs photovoltaïques, s'ils ne sont pas capables de faire en autarcie pour la plupart de ceux installés, c'est parce qu'en fait ils vont coûter plus cher. Donc typiquement, nous on a un fabricant en Suisse là, qui s'appelle Studer, qui lui historiquement est né dans une vallée où il y a des sites isolés. Donc eux, ils sont partis directement là-dessus, mais du coup, ils ne sont pas installés partout parce que intrinsèquement, ce n'est pas de la faute du fabricant pour ça. Mais si on veut être capable de répondre à des sites isolés, en fait, ça va coûter plus cher. Alors bien sûr, encore une fois, avec les coûts qu'on a en Chine, en fait, il y en a qui sont capables aujourd'hui, petit à petit, de casser le marché. De venir là-dessus. Et bien évidemment, le form factor change un petit peu, là où on voit des appareils très très fins. Si je dis pas de bêtises,
au niveau position de prix, on est entre 250 voire 500 francs. C'est un large éventail au niveau du prix de ces micro-onduleurs qu'on trouve de plus en plus sur le marché. Puis on rappelle aussi, c'est que quand on a une installation de panneaux photovoltaïques, l'autoconsommation, hein, comme c'est un fluide, l'énergie électrique, enfin si on peut la comparer à un fluide, eh bien elle est très flemmarde, hein, cette énergie, elle va aller au plus court, donc probablement, comme tu le disais, si on est sur une installation sur votre terrasse, eh bien c'est les premiers appareils derrière la prise qui vont consommer le plus vite cette énergie, le chemin le plus court étant emprunté par l'électricité qu'on génère. Ça, c'est aussi une particularité de l'électricité qu'on oublie. Donc probablement, si on est juste derrière le mur de la cuisine, ça sera le frigo, le congélateur et ces appareils-là qui vont en profiter en premier. Exactement. Alors, si tu me permets une digression, c'est un peu le souci qu'on a dans certains cas. Typiquement, nous, à Genève, l'opérateur d'énergie, lui, s'approvisionne principalement, il a des centrales hydroélectriques principalement, et puis de plus en plus de centrales photovoltaïques et ainsi de suite. Et puis, il propose un abonnement, en fait, qui va être un peu plus cher et qui va avoir deux vertus, c'est-à-dire que il va faire plus parce que nous à Genève on a quelques barrages hydroélectriques mais on n'a pas 500 000, donc en fait quelque part on paye de l'énergie qui est produite ailleurs, et puis du coup il va privilégier les installations photovoltaïques faites localement, et puis il va financer des nouvelles installations, et puis avec cet abonnement spécifique il va aussi mettre de l'argent sur la table pour favoriser de la recherche appliquée dans le domaine énergétique pour voir s'il n'y a pas des nouvelles choses qui peuvent émerger et on pourrait faire des choses plus smart qu'aujourd'hui. Et par rapport à ça, les gens ils disent oui mais attendez, moi je paye l'abonnement qui s'appelle Vitalvert, je paye plus cher. Et comment vous me garantissez que ce que je fais en je paye pour plus de photovoltaïque, moins d'hydroélectrique, et puis il n'y a pas loin en France, il y a quand même des centrales nucléaires. Comment est-ce que vous me garantissez que l'énergie qui arrive chez moi, c'est pas du nucléaire ? Ça, en fait, on ne peut pas le garantir parce que, comme tu viens de l'expliquer, en fait, quelque part, quand on paye plus cher, on va apporter une contribution à ça. Donc, en fait, il y a les gens les plus proches des nouvelles centrales qu'on va installer photovoltaïques. Eux, ils vont bénéficier de ça. Et puis, peut-être que nous, on est un peu plus loin. On va avoir peut-être que 5%. Mais en fait, c'est vraiment une contribution. Et c'est pas... on n'a pas des aiguillages à électrons qui envoient les électrons vers monsieur Tartampion qui a payé cet abonnement. Ça, c'est... Mais, encore une fois, au final, ça revient au même, en fait. On est tous interconnectés, c'est un écosystème, et on a contribué, que les électrons viennent chez vous ou pas chez vous, on a contribué à la même hauteur. Pour terminer, on revient sur le monde de l'industrie, le cahier des charges, enfin les objectifs ne sont pas du tout les mêmes, enfin même s'il y a des similitudes comme l'autonomie énergétique, l'autoconsommation pour rentabiliser les installations de panneaux photovoltaïques, mais on a ce qu'on appelle baisser les pics de puissance. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste pour une industrie d'avoir ça comme objectif ? Alors, oui, en termes industriels, en fait, nous, qu'on soit en France ou en Suisse, grosso modo, on paye dans l'abonnement une puissance maximale qu'on va utiliser. Donc si on ne prévoit pas assez, on a les plombs qui vont péter, comme on dit. Si on prévoit un abonnement 6 kVA, 6 kW en simplifié, si j'ai une plaque de cuisson à 7,2, ça ne va pas passer si je mets tous les feux en même temps et puis que j'ai encore autre chose. Donc là, on va choisir peut-être 9. Et ça, c'est juste l'abonnement, il va être un peu plus cher sur un peu plus de puissance chez nous. Mais en fait, les industriels, eux, ce qu'ils vont payer, c'est en fait les abonnements moyenne tension, comme on les appelle, ils ont un transformateur sur place qui va passer de la haute tension à la basse tension, ou de la moyenne tension à la basse tension chez eux. Eux, en fait, en plus, tous les mois, ils vont payer par rapport à la puissance maximale qu'ils ont faite dans le mois, atteinte dans le mois pendant au moins 15 minutes. Et ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais ça peut être plusieurs milliers d'euros, plusieurs milliers de francs par mois qui vont payer. Et si, en fait, ces pics-là, ils sont sur toute la journée, là, ça va être très difficile de les réduire. Par contre, si c'est des pics parce qu'on a quelques machines qui s'enclenchent simultanément ou qui s'enclenchent régulièrement dans la journée, en fait, on va pouvoir peut-être stocker pendant des phases de la journée, que ce soit du photovoltaïque ou pas, ou stocker la nuit de l'énergie, et puis répondre à ces besoins-là. Et ça, en fait, ça va permettre d'amortir plus vite la batterie parce que on va avoir cette facturation supplémentaire qu'on n'a pas en tant que particulier. Et puis, j'ai parlé de transformateurs. Moi, là, je travaille sur un site industriel en extension. En fait, il n'y a plus assez de puissance qui arrive aux transformateurs. Les transformateurs ne sont pas assez dimensionnés parce qu'il y a de nouveaux industriels qui s'installent. En fait,
Là, on a encore des vieux réflexes, c'est dire « Ah, mais attendez, je vais retirer des lignes moyenne tension depuis telle installation électrique, je vais tirer 10 km de câble moyenne tension, puis après, je vais remettre un transformateur. » En fait, il faut voir qu'un transformateur d'un mégawatt, grosso modo, c'est entre 200 et 400 000 euros francs, c'est à peu près la même chose. Ouais. Et ben, si on met une batterie pour absorber ces pics, parce que finalement, ils vont consommer plus à certains moments de la journée, les nouveaux industriels, mais globalement... Ça peut se lisser, ouais. On pourrait le lisser avec une batterie. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on est encore avec les réflexes où les gens ils disent « Ah non, mais moi, il faut que je garantisse l'approvisionnement et que mes transformateurs ne fonctionnent pas à plus que 60% de leur puissance max. » En fait, c'est un calcul qui n'est pas forcément intéressant, puisque tout à l'heure, on a parlé des batteries lithium fer phosphate, typiquement. C'est des batteries qui ont une durée de vie estimée entre 20 et 30 ans. En fait, un transformateur, il a une durée de vie estimée entre 30 et 60 ans. Mais en fait, les batteries, quand il faudra les mettre dans 20 ou 30 ans, le coût sera encore réduit. Et du coup, on apporte d'autres fonctionnalités comme le stockage en local. Un transformateur supplémentaire, il ne va pas permettre de stocker l'énergie photovoltaïque. En fait, la batterie, elle va avoir cette vertu-là. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'est le comble quand on parle d'énergie. On rappelle que cet épisode a été entièrement fait avec de l'énergie stockée sur batterie. C'est aussi ça la van life. Merci Anthony. Merci Thierry. Oui, enfin, c'est tout juste cette séquence qui a été enregistrée et qui a bénéficié des batteries du van de Thierry. Le jour où un épisode sera complètement fait dans son van et sur batterie et peut-être sur panneau solaire n'est pas encore venu, mais ça arrivera peut-être un jour. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas les commentaires, les pouces sur YouTube, les étoiles sur les applications de podcast. Et n'hésitez pas aussi à partager avec vos amis ces épisodes des technos. Passez une très très bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine. Salut.